Aujourd'hui, on va s'intéresser à un vieux documentaire diffusé en 1994 à la télévision canadienne, The Trouble with Evan. J'étais tombée dessus il y a quelques mois par hasard sur YouTube et intriguée par la miniature, j'avais cliqué. Vu le titre et les premières images, je m'attendais à voir un documentaire lambda sur un garçon en crise qui donne du fil à retordre à ses parents. Un genre de confession intime, mais version années 90. Il est dit que le but du reportage est de découvrir, je cite, ce qui pousse Evan, 11 ans, à mentir, à se battre et à voler. Et son histoire est astucieusement entrecoupée d'images filmées dans un centre correctionnel pour jeunes délinquants. Et là, en tant que spectateur, on se dit que c'est ce qui attend Evan s'il continue à faire des bêtises. On pense donc que c'est là que veut nous emmener le documentaire. Sauf que très vite, on se sent mal à l'aise. Ça devient même pénible à regarder. Pour tout vous dire, la première fois que j'ai regardé, j'avais arrêté après 20 minutes seulement, tellement ça m'était difficile de continuer. Et la raison, c'est qu'après avoir été baladé, eh bien on se rend compte, nous spectateurs, de là où veut vraiment nous amener ce documentaire. Et c'est pas du tout ce que je pensais. Découvrez les amis, un documentaire qui a marqué son temps et qui, bien qu'interdit après sa première diffusion, deviendra avec le temps un cas d'étude présenté dans les universités. Je ne vous en dis pas plus, découvrez aujourd'hui la triste histoire d'Evan. Comme toujours les amis, n'hésitez pas à liker la vidéo, à la booster et à vous abonner. J'aime bien regarder de vieux reportages. J'ai l'impression de grimper dans une capsule temporelle. C'est comme aller au musée. Donc quand j'ai lancé le reportage sur Evan, je pensais regarder un type de confession intime, mais version old school, parce qu'il date quand même de 94. C'était il y a tout de même 30 ans. Donc, comme justement il est très vieux, je m'attendais à rien de fifou. Du moins, à rien qui n'ait pas déjà été traité 1001 fois depuis. Mais j'étais quand même intriguée par le sujet. Je voulais savoir en quoi un garçon de 11 ans pouvait être troublé. Ça me paraissait jeune. Et je voulais savoir comment on gérait ça il y a 30 ans. Il y a eu tellement d'évolutions, que ce soit en matière de médecine, de mœurs et d'éducation. Alors, déjà, je savais pas, quand j'ai commencé à regarder le documentaire, que trouble, en anglais, ça veut pas dire trouble. Non, c'est un faux ami, ça veut dire en réalité problème. Or, avoir un problème et avoir un trouble psychique, il y a quand même une sacrée différence. Mais dans tous les cas, je voulais savoir ce qui clochait chez Evan. Et j'avais pensé à un trouble du déficit de l'attention avec hyperactivité, ou soyons fous, je pensais que ça parlerait peut-être de psychopathie infantile, ou que j'étais à l'ouest. Donc on suit le petit Evan, il est scolarisé en 6e et vit à Hamilton, dans l'Ontario, aux États-Unis, avec sa famille, composée de son père, Mike, qui est soudeur, de sa mère, Karine, qui est réceptionniste, de sa petite sœur, Kimberly, qui a 7 ans, et donc d'Evan, qui lui en a 11. Le décor est planté dès le début, quand on apprend qu'Evan n'arrête pas de faire des bêtises, qu'il est devenu, je cite, la terreur de ses professeurs et de ses parents. Il bouscule et grippe ses camarades, vole de l'argent à sa mère. Une fois, il avait mis le feu aux toilettes de son école, en jouant avec des allumettes. Une autre fois, à un buisson, alors qu'il campait en forêt. Il était à 2 doigts de mettre le feu à la forêt si son père, Mike, n'était pas intervenu. En bref, Evan fait tout le temps des bêtises et plus il grandit et moins ça va en s'arrangeant. Récemment, il a commencé à voler des cigarettes à son père. Ses parents ont aussi découvert qu'il avait volé à l'étalage pendant 3 mois. Ils ont aussi appris qu'il avait bu de l'alcool. Alors ils sont inquiets et aussi et surtout, ils en ont marre d'être convoqués à l'école tous les 4 matins et ils se sentent impuissants. Ils ont beau faire de leur mieux, mais plus il grandit et plus il a l'air indifférent à ce qu'ils peuvent dire ou faire. Raison pour laquelle ils ont arrêté de lui donner la fessée, par exemple. Il est complètement indifférent à n'importe quelle punition. Il est dit qu'Evan est, je cite, un garçon perturbé et malheureux qui ne semble pas maîtriser ses agissements, car quand on lui demande pourquoi il fait des bêtises, il répond qu'il sait pas, et je le sens sincère. Il explique qu'il ne sait pas pourquoi il fait de mauvais choix, qu'il ne se rend pas compte, qu'il ne réfléchit pas, et qu'il ne réalise les choses qu'après, quand c'est trop tard. En gros, il se dit pas « Oh super, une bêtise !» Et il a l'air tellement naïf. Donc il se fait choper, il recommence, et il sait pas pourquoi, et il a pas l'air d'intellectualiser quoi que ce soit. Et c'est parce que ses parents veulent désespérément comprendre pourquoi, quoi qu'ils essayent de dire ou faire, ça n'a aucun effet sur lui, qu'ils ont décidé de participer à des cours de parentalité. Et en parallèle à l'histoire d'Evan, on suit celle de 7 adolescents qui sont incarcérés dans un centre correctionnel pour mineurs. L'un a volé, l'autre s'est drogué, un autre encore ne cesse de fuguer, et j'en passe. Et ils ont tous comme point commun de suivre un programme de réhabilitation appelé Portage. Et avant d'atterrir ici, eux aussi avaient, tout comme Evan, commencé par de petites bêtises. Et le message envoyé aux spectateurs est clair. Voici ce qui attend Evan s'il continue à faire les 400 coups. Et on comprend vite que c'est la phobie de ses parents. Ils sont terrifiés à l'idée qu'il ne finisse dans l'un de ces centres plus tard. Sa mère le voit déjà SDF, à voler ou à dîner pour survivre. Et c'est pour montrer les difficultés qu'ils rencontrent et leurs efforts pour tenter de sauver
protéger Evan de la délinquance juvénile qui lui pend au nez, qu'ils ont accepté que soit installée chez eux, aux 4 coins de leur maison, une douzaine de caméras. Elles les ont filmées pendant 3 mois, le but étant de capter leur quotidien de manière authentique. Et il est vrai que le résultat est pas mal, on est vraiment en immersion. Et comme on regarde ce genre de vieux documentaires, il faut toujours les replacer dans leur contexte. Et je m'étais fait la réflexion que ce format, en mode immersif, ça devait pas être courant à l'époque. Aujourd'hui, on a l'habitude, mais avant, dans les années 90, probablement que non. Et plus tard, en me renseignant davantage, j'ai appris que l'épisode Trouble with Evan est tiré d'une émission canadienne très connue, Fifth Estate, émission qui existe toujours. Et c'est une émission très sérieuse, une émission donc d'investigation. C'est un peu l'équivalent d'Élise Lucet en France. Ils ont énormément de fois traité des affaires très touchy. Ils se sont confrontés au silence des autorités canadiennes, au silence des juges, etc. Donc on n'est pas sur quelque chose de léger. Donc, après nous avoir présenté les protagonistes et le contexte, on assiste au premier cours de parentalité. Les parents parlent des bêtises d'Evan, et de suite on remarque que Mike est tendu, qu'il est fermé, surtout quand ça parle de lui. Karine explique à la classe que quand Mike s'énerve, c'est comme s'il perdait le contrôle, il ne gère plus ses émotions, il peut vociférer pendant des heures, elle dit qu'il délire, qu'il jure, qu'il crie, et que dans ces moments-là, tout le monde a peur à la maison, de la fille en passant par le chien. La voix off annonce ensuite que, je cite, Mike et Karine sont parents par instinct, et que ce premier cours de parentalité a révélé que certains de leurs instincts étaient peut-être erronés et que les semaines à venir, ils chercheront des indices susceptibles d'expliquer le comportement d'Evan dans les recoins les plus sombres de leurs propres souvenirs. Puis arrive la première scène de dispute parentale, on va dire. Elle se passe dans le salon. Evan est copieusement disputé par ses parents parce qu'il a mis de l'argile et de la peinture en cachette dans le verre de son prof, dans l'espoir qu'il le boive et j'imagine de faire rire la classe. Mike et Karine sont en colère, ils le sermonnent, lui disent que ce qu'il fait c'est pas bien. Sauf que j'ai trouvé que la dispute a duré quand même longtemps. Mais comme l'a dit ma sœur, aujourd'hui c'est de l'argile dans un verre et demain ce sera quoi? D'autant plus qu'à un moment on comprend, vu les reproches des parents, qu'Evan a plusieurs fois intimidé des camarades de classe. Il lui explique en quoi c'est mal de blesser les autres ou de rire à leurs dépens. Il lui demande de se mettre à la place de ce professeur et de ses élèves qu'il m'admène. Et là, je me suis dit, ça fait plaisir de voir des parents tenter d'éduquer comme ça au mieux leur progéniture. C'est bien. Parce que je sais pas si vous avez remarqué, mais personnellement, j'ai remarqué que les parents des intimidateurs, souvent, ils s'en moquent de savoir que leur enfant en harcèle d'autres à l'école. Ils font rien. Bon. Déjà sans doute parce que les chiens ne font pas déjà, mais j'ai remarqué qu'ils leur trouvaient toujours 1001 excuses, sous prétexte qu'ils sont jeunes. Oh, ça va, c'est pas grave, c'est des enfants. Sauf que pendant ce temps, leurs enfants en traumatisent d'autres, qui eux garderont des séquelles psychologiques à vie pour certains. Et donc voir les parents d'Evan révoltés par ces agissements et tenter d'y remédier, et qui plus est en 1994, à une époque où tout le monde se foutait royalement du harcèlement scolaire, j'ai trouvé ça rafraîchissant. Vous savez, j'ai à peu près l'âge d'Evan, et je peux vous assurer qu'à l'exception de quelques rares profs, même les profs s'en foutaient. Certains étaient même complices des harceleurs. J'en ai vu de mes yeux se ranger du côté des harceleurs. Donc dans les années 80-90, quand t'étais harcelé, tu souffrais en silence. Donc j'ai trouvé ça bien de la part des parents d'Evan. Et Mike dit même à son fils à un moment: pourquoi tu bouscules tes camarades? Est-ce que quelqu'un te bouscule à la maison? Non. Alors pourquoi tu fais ça? Et j'ai aussi trouvé intéressant le fait qu'on suive un petit bully, qu'on essaye de comprendre pourquoi il agit ainsi. Après tout, on dit de ces intimidateurs en herbe que s'ils agissent ainsi, c'est parce qu'ils sont pas heureux, parce qu'il y a généralement des problèmes à la maison et que ça cache une vraie souffrance. Souffrance qu'ils répercutent sur d'autres. On ne devient pas un prédateur par hasard, ni même une proie par hasard. Je me souviens d'une étude faite sur un panel de criminels. Si quelqu'un a le lien, pitié, envoyez-le-moi. Je le cherche depuis des années, je le retrouve pas. On leur avait montré plusieurs jeunes filles et ils devaient dire parmi elles lesquelles ils cibleraient de préférence et pourquoi. Ils ne savaient rien de ces jeunes filles. Ils les voyaient juste marcher, faire un simple aller-retour et puis hop, à la suivante. Or, ce qu'ils ne savaient pas, c'est que parmi ces filles, certaines étaient d'anciennes victimes de maltraitance, de V et j'en passe, et d'autres non. Eh bien, devinez qui les prédateurs avaient choisi d'instinct? Les anciennes victimes, bien sûr. Et quand on leur avait demandé pourquoi, chacun avait expliqué cibler de préférence non pas celles qui étaient le plus à leur goût, mais celles qui étaient susceptibles, selon eux, d'opposer le moins de résistance. Les médecins avaient alors expliqué que le panel avait su d'instinct, sans même intellectualiser quoi que ce soit, reconnaître les proies.
idéal, à savoir les jeunes filles les plus fragiles. Et à l'époque, ça m'avait fait penser au règne animal. Un animal blessé sera toujours chassé en priorité plutôt qu'un animal bien portant. Et le panel avait remarqué les anciennes victimes grâce à de minuscules détails. Ça pouvait être à cause d'un regard fuyant, d'un dos voûté ou encore d'une démarche désynchronisée. C'est là l'une des conséquences possibles de la traitance infantile. Ça atteint jusqu'au développement psychomoteur des enfants. Donc il arrive que leurs bras se désynchronisent par rapport à leurs jambes lorsqu'ils marchent. Et après tout, comme dirait l'autre, l'homme est un loup pour l'homme et faut pas se voiler la face. Concernant les enfants, c'est pareil. Tout comme les adultes, ils se sentent entre eux et ils sont tout à fait capables de sentir les fragilités de certains. Raison pour laquelle certains enfants sont isolés toute leur scolarité, même lorsqu'ils changent d'établissement, c'est tout simplement parce qu'ils dégagent une certaine fragilité qui est liée ou non à des traumas. Ça peut être une timidité extrême par exemple. Donc, je pense qu'Evan intimidait instinctivement, entre gros guillemets, les brebis galeuses de son école et voir ses parents ne pas prendre ça à la légère, j'ai trouvé ça génial. Surtout, encore une fois, qu'on était à une époque où on parlait pas de ça, ni à la télé, ni ailleurs. Mais même si j'ai grandement apprécié la démarche de Mike et Karine, j'ai quand même trouvé que la dispute a duré longtemps. Et il y a dévié pas mal. Mike ressortait tous les dossiers d'Evan. Et que t'as fait ça aussi, et que t'as fait ça. Mais bon, pourquoi pas, après tout, mieux vaut ça que rien du tout. Puis c'est le travailleur social qui suit la famille, David Jewell, qui est interrogé, et il dit avoir observé un schéma alarmant concernant le comportement d'Evan. Il a peur pour son avenir, peur qu'il fugue, qu'il sèche l'école, qu'il se drogue, qu'il boive, et il dira plus tard dans le documentaire qu'il a aussi peur qu'en grandissant, il en arrive aux mains avec Mike. Puis arrive ensuite une autre dispute. On comprend qu'un chèque que devait encaisser le père est passé par erreur à la machine à laver et qu'il a été retrouvé au fond du tambour en piteux état. Mike est inquiet car il ne sait pas s'il sera encaissable. Et là, en tant que spectateur, on se dit que le chèque est très certainement resté dans la poche d'un pantalon ou d'une veste de Mike, logique. Sauf que non. Après en avoir discuté entre eux, les parents en arrivent à la conclusion que c'est Evan le responsable. Ouais, bon, ok, pourquoi pas. À ce moment, je m'étais dit qu'ils connaissent leur fils mieux que personne et qu'ils doivent avoir des raisons de penser ça. Même si je vois mal un enfant aller se faire encaisser un chèque à la banque. Qu'Evan vole dans le bocal de pièces de sa mère, ok, il peut acheter des trucs derrière. Moi, j'en ai si peu de l'argent à ma mère. Mais un chèque, pourquoi faire ? Et en tant qu'ancienne chapardeuse expérimentée, j'ai trouvé ça bizarre. Jamais enfant, il me serait venu à l'idée de voler un truc aussi inutile qu'un chèque que seul un adulte peut encaisser à la banque. Mais bon, let's go découvrir pourquoi les parents pensent que c'est lui. Encore une fois, je me dis qu'ils ont sûrement des raisons que nous, spectateurs, ignorons. Et donc on les voit ensuite en train de loucher dans la poche d'un jean à Evan. Ils trouvent des bouloches suspectes et en arrivent à la conclusion que ces bouloches sont la preuve que le chèque a bien transité par la poche d'Evan et que c'est donc bien lui qui l'a volé. Or, en analysant moi-même les bouloches, de façon tout aussi hasardeuse que les parents, pour moi, elles sont dues à l'usure, ces bouloches. Il y a quand même une sacrée différence entre des bouloches d'usure, du tissu, et les restes d'un vieux papier ou mouchoir oublié dans une poche qui serait passée à la machine à laver. Donc, pour moi, il n'y avait pas de chèque dans la poche d'Evan. Il n'y avait même pas un mouchoir ou quoi que ce soit. Et en vrai, il n'y a rien qui prouve que c'est Evan. Mais c'est limite pas ça le plus important. En réalité, ce que nous introduit cette scène, et qui sera distillée par touche tout au long du reportage, c'est que s'il y a le moindre problème à la maison, le moindre doute sur quoi que ce soit, c'est Evan qui trinque. Et Evan, il a bon dos. Là, c'est un chèque. Mais une autre fois, c'est une clé que la mère finira par retrouver dans sa veste. Une autre fois encore, c'est 10 pauvres cents. Encore une fois, Evan avait été accusé, sauf qu'après avoir été disputé littéralement des heures, la maman avait recompté sa monnaie et s'était rendu compte qu'elle s'était trompée et qu'il ne manquait pas d'argent. Bon, là au moins, elle s'est excusée auprès de son fils. Par culpabilité, elle s'est même mise à genoux en face de lui. Une autre fois, quelqu'un avait débranché la prise du congélo et bim, c'était pour Evan. Alors oui, des fois, il est bien coupable, Evan, mais d'autres fois, non. Mais on comprend aussi que c'est comme Pierre qui criait au loup, qu'à force de mentir, il a tout simplement perdu la confiance de ses parents. Et pour en revenir à l'histoire du chèque, la scène d'après se passe le soir même, au moment où le père rentre du boulot. Il est furieux car entre-temps, il a tenté de se faire encaisser son chèque à la banque, mais il n'a pas réussi. Alors, à peine il met un pied à la maison qu'il fonce voir Evan pour lui hurler dessus. Et que c'est toi qui as volé mon chèque, et que t'es qu'un voleur, et que j'en ai marre. On entend à peine Evan, il tente de le convaincre qu'il n'a rien fait. Il dit que personne ne le croit jamais dans cette maison. Réponse du père, t'es qu'un menteur. Qui croirait un menteur? De toute façon, t'es qu'un bon à rien, tu finiras délinquant. Et il lui dit tellement ça, délinquant.
voleur, peu importe. C'est à croire qu'il veut lui planter cette graine dans la tête. Vous savez, si vous répétez énormément de choses à un enfant, attention aux conséquences. Il y a le conscient et l'inconscient. Et ils travaillent différemment. Pour moi, c'est planter une graine dans l'esprit de quelqu'un, ça. Et ce qui saute aux yeux, c'est à quel point le père est agressif. On se rend vite compte qu'à chaque bêtise réelle ou imaginaire d'Evan, il hurle comme un porc et il tourne en boucle. Il s'arrête jamais. À un moment, lors de cette même scène, quand il revient à la maison pour le chèque, pour passer ses nerfs, il donne carrément un coup de pied au pauvre chien qui passait par là. Un tout petit Yorkshire qui demandait rien à personne, le pauvre. Donc oui, Evan fait des bêtises, mais je trouvais que Mike, il dégageait quand même une vibe bizarre. Il m'a fait penser à ses pères de famille, ou mères d'ailleurs. Le mal n'est pas genré, n'oubliez pas. Qui sont jamais contents, qui trouvent toujours quelque chose à redire sur tout. Vous savez, ces parents hyper contrôlants, qui martyrisent leur famille en passant leurs nerfs sur tout ce qui bouge et qui font régner la terreur chez eux. C'est la paix, ils rentrent, et bim, c'est l'enfer. Donc, concernant le chèque, en tant que spectateur, on vit les choses comme une injustice. J'avais tellement envie de crier au père à travers mon écran, mais qu'est-ce que t'en sais que c'est Evan, du con? Puis après, on bascule à nouveau sur les ados du centre correctionnel qui suivent le programme Portage. Alors, c'est un programme de réhabilitation qui a pour but de les préparer au après, quand ils sortiront du centre, parce que les relâcher comme ils sont arrivés, ça sert à rien. Il est dit que ce type de programme s'occupe des angles morts, des prisons et des pénitenciers, et qu'en gros, à l'exception de ce type de programme, je cite, rare et novateur pour l'époque, eh bien personne ne s'occupe vraiment des adolescents délinquants, alors que ce sont eux qu'on retrouve plus tard dans les prisons. Et comment en être autrement si le mal n'est pas soigné à la racine? Et ensuite les scènes défilent, et c'est toujours la même chose. Evan est sans arrêt disputé, surtout par son père, et la régularité et l'intensité des disputes sont telles que ça devient vite très pénible à regarder. Et je vais vous donner quelques exemples qu'on découvre tout au long du reportage. Pour les 10 scènes par exemple qu'Evan n'a jamais volé, il lui dit « J'ai envie de serrer mon poing et de te frapper ». Une autre fois, alors qu'il a été surpris à l'école en train de fumer une cigarette, ce qui est grave, on est d'accord, pour un petit jeune de 11 ans, au lieu de le gronder, de le sermonner et de faire ce qu'il fera d'ailleurs, à savoir le priver d'argent de poste et de sortie, en l'occurrence pendant 2 semaines, non, le père va l'humilier, il va allumer une clope et demander à Evan de tenir sa clope, en lui hurlant « fume-la maintenant ». Evan est gêné, il répond qu'il peut pas. Alors Mike lui dit « Allez gros lard, fume-la, le paquet est là, fume-les toutes ». Puis il crache sa fumée dans la figure d'Evan, puis il lui tape violemment l'épaule, lui dit « Vas-y, je te permets de fumer chez moi, tiens, mets-la dans ta chatte, je te donnerai même des allumettes si tu veux ». Je veux dire par là qu'il y a des trucs qu'il n'est pas obligé de faire, quoi. C'est humiliant et malsain. Une autre fois, Mike lui dit « Les gamins de ton âge sont les personnes les plus fainéantes, les plus insensibles et les plus inconscientes que j'ai jamais rencontrées de ma putain de vie. » Bon, déjà, il n'y avait aucun rapport avec la bêtise, mais à la suite de ça, il jette des couverts contre le mur. Il jette souvent des choses comme ça. Une autre fois, c'était des feutres qu'Evan avait pris sans leur autorisation. Une autre fois encore, Mike le menace de lui faire un crochet à la tête, de le f***er, quoi. Et sa mère surenchérit. Elle dit qu'elle rêverait de le voir le f***er encore et encore. Et une autre fois, énervé, Mike dit sans raison à Evan « Je sais que t'as rien fait, mais tu me dégoûtes. » Vous imaginez? Faut doser quand même. Et donc voir un petit bonhomme accusé en permanence de tout et de rien, qui peut se prendre une tempête d'agressivité et d'humiliation pour un simple chewing-gum mâché en classe, il n'y a jamais de juste milieu. Et voir un enfant devoir faire face comme ça à un adulte, déjà rien que le contraste de morphologie, il est choquant. Mais si on ajoute à ça l'injustice de certaines accusations, ça met en colère, quoi. En tant que spectateur, on en arrive à se dire c'est bon, lâche ce pauvre gosse, il a eu son compte. Mais comme la plupart du temps, l'intention est bonne, ça crée quand même de la confusion. Mais il y a quand même toujours ce même sempiternel reproche. Mike accuse sans arrêt Evan de vouloir le séparer de sa mère. Exemple, à un moment, il lui dit « N'as-tu pas remarqué que papa et maman essayent de s'entendre, d'être gentils, amicaux, et tu essaies de nous séparer pour pouvoir vivre avec maman, c'est ça ? T'es qu'un raté. Et maman et moi, on s'adore. Et si ça marche pas très bien entre nous ces derniers jours, c'est à cause de toi et de toutes tes conneries. » Et là, encore une fois, on se dit, mais monsieur, c'est quoi le rapport? Et au fur et à mesure que le reportage avance, eh bien, on commence à voir les choses sous un nouvel angle. On se dit, ok, Evan, il a des problèmes. C'est pas pour rien d'ailleurs que lui a été diagnostiqué un trouble du comportement à l'âge de 4 ans. Mais s'il a des problèmes, ses parents aussi. Surtout son père. Après l'histoire du chèque, là je fais des allers-retours un peu, le plan d'après, c'est la maman, Karine, qui apparaît à l'écran pour parler de son histoire et de celle de la famille. Et déjà que j'apprécie pas beaucoup le père, croyez-moi qu'après ça, je l'ai détesté. Il m'a même dégoûté. Et voici pourquoi. Déjà, sachez que quand Karine raconte son histoire, elle rentre pas vraiment dans le détail. Elle raconte les choses à la va-vite, comme on résumerait sa vie en 2 minutes à quelqu'un.
Donc pour bien comprendre son histoire, j'ai dû prendre des notes et les recouper avec d'autres informations distillées tout au long du reportage. Donc selon mes calculs, elle est tombée enceinte d'Evan à 17 ans. N'assumant pas sa paternité à venir, le père biologique s'est volatilisé. C'est donc seul que Karine a accouché à 18 ans. Evan ne verra jamais son père biologique. C'est donc là qu'on apprend que Mike n'est pas le père biologique d'Evan, mais qu'il est son beau-père. Et en revanche, il est bien le père biologique de la petite dernière, Kimberly. Et Karine explique que même si en grandissant, Evan ne montrait rien, l'absence de son père biologique l'a quand même perturbé, puisqu'il lui arrivait par moments de lui poser des questions sur lui. Il est où? Il ressemble à quoi? Pourquoi il veut pas me voir, etc. Elle dit que ça le prenait comme ça à l'occasion, à 4 ans, à 5 ans, puis à 6 ans, mais que c'est plus du tout le cas aujourd'hui. Mais elle est convaincue que ça lui a laissé des carences affectives. Et on ne sait pas très bien quand elle a rencontré Mike. La seule chose que l'on sait, c'est que c'était pas longtemps après son accouchement. Selon mes estimations, elle devait avoir 19 ans, maximum 20. Ce qui veut dire qu'elle l'a rencontré dans une période déjà difficile de sa vie, à un moment où elle était mère adolescente, avec à sa charge un bébé. Alors, où se sont-ils rencontrés et comment? Ça, on ne sait pas. Ce qu'on sait en revanche, c'est que Mike était alors beaucoup plus âgé que Karine. Mais son âge exact n'est jamais indiqué. C'est Evan qui nous donne un indice, lorsqu'il dit à un moment, plus tard dans le reportage, qu'il aurait bien aimé que Mike fasse plus de choses avec lui, et que ça aurait été plus simple qu'il soit plus jeune, plus en forme, comme sa mère qui a 29 ans. Sauf que c'est pas possible, car il est, je cite, beaucoup plus âgé. Et effectivement, Mike a les cheveux gris au moment du reportage, alors que Karine, 29 ans, n'a pas le moindre cheveu blanc. Donc je vois bien une différence de facile 15-20 ans entre les deux. Donc selon mes estimations, si elle avait 19-20 ans au moment de leur rencontre, Mike approchait facilement la quarantaine. Je le situerais entre 35 et 40 ans. Et une adolescente, parce que pour moi 19 ans c'est adolescent, et une adolescente avec un grand monsieur caractériel comme lui, ça sent le gong à plein nez. Vu le spécimen, j'ai du mal à croire que cette relation était équilibrée. Mon père était facilement 15 ans plus âgé que ma mère, donc j'ai rien contre les relations avec des grandes différences d'âge. Mais leur rapport était équilibré. D'ailleurs, ma mère était bien plus âgée que Karine lorsqu'elle a rencontré mon père. Et l'un ne menait pas l'autre à la baguette sous prétexte d'être plus âgé et de mieux connaître la vie. Or, c'est le risque avec ce type de relation. Si le ou la plus âgée n'est pas assez, disons, structuré mentalement, il aura tendance à traiter l'autre comme son petit. Et encore plus si le ou la plus âgée travaille et pas l'autre. Au-delà d'un déséquilibre de rapport de force, il y a un risque de dépendance financière. Et tout ça, c'est le terreau idéal de l'emprise. En sachant qu'il est dit plus tard dans le reportage qu'avant de rencontrer Mike, Karine avait été confrontée, je cite, au divorce de ses parents, à l'éloignement de sa mère et à une tentative ratée de vivre avec son père. On n'en sait pas plus. Ce qui veut dire qu'elle est passée de son père à Mike très rapidement, avec qui elle va connaître, je cite encore, une relation tumultueuse. Mais elle explique que jusqu'à ce qu'ils se marient, en 1988, ça allait, mais qu'à partir du mariage, lorsqu'ils ont emménager ensemble, ça a été l'enfer. Mike était sans arrêt violent verbalement, il faisait régner la peur à la maison, quand il hurlait, il terrifiait tout le monde, mais que tout le monde faisait comme si de rien n'était, comme si, je cite, tout allait bien. Et ce timing du paradis à l'enfer, il n'est pas étonnant. Les fidèles de la chaîne savent que l'emprise du conjoint toxique se resserre à chaque engagement important dans le couple. Emménagement, mariage, bébé. Et pourquoi les violences s'accentuent à ces moments clés de la vie? Bien parce que la proie est davantage prise au piège. Elle est tenue par un enfant, par une dépendance peut-être financière, etc. D'ailleurs, conseil de Tata, retenez bien qu'on ne connaît jamais vraiment une personne tant qu'on n'a pas vécu avec. Restez même 10 ans en couple avec quelqu'un que vous ne connaîtrez jamais vraiment ce quelqu'un tant que vous n'avez pas vécu quotidiennement avec. Et donc plus la victime est piégée et plus les violences conjugales s'intensifient, ça c'est la base de l'emprise, mais attendez la suite. Karine explique que Mike buvait beaucoup, qu'il y avait tellement de violence verbale à la maison qu'elle avait fini par divorcer. Mais on ne quitte pas les spécimens comme Mike aussi facilement. C'est très fréquent qu'une fois que la victime a réussi à fuir, elle se retrouve pourchassée par son bourreau. C'est sa chose. Et il veut récupérer sa chose, comme on récupère un livre prêté à un ami. Donc, sans surprise, lorsqu'elle a fui, il l'a pourchassée. La notion de consentement n'existe pas chez ces zinzins hyper contrôlants. Et on apprend plus tard que Mike a passé du temps en prison en 1990 pour avoir c'est Karine, au motif qu'elle ne lui adressait plus la parole, alors qu'il était déjà en probation pour je ne sais quoi. Il l'avait menacé de la quick en lui mettant un coup de sous la gorge. À ce moment, ça fait quand même 2 ans qu'elle a divorcé et il l'achète toujours pas le steak. N'en pouvant plus, elle a fini par quitter la région pour s'éloigner de lui. Elle est partie s'installer chez sa sœur avec ses enfants et elle est partie une semaine solo au Mexique pour respirer. Sauf que Mike, ce stalker, l'a aussitôt découvert. Il a alors saisi le juge pour dénoncer un abandon du
domicile familial. D'ailleurs, je ne sais pas si vous savez, mais les PN, ils sont connus pour réussir à obtenir la garde des enfants. Et là, je parle des hommes. À des époques, en plus de ça, à l'ancienne, où c'était pas courant. Ils sont connus pour mettre du cœur à l'ouvrage, pour récupérer leurs otages ou pour les punir d'être partis. Parce que les enfants, c'est pas ça leur priorité. Le juge a accordé la garde des enfants à Mike, qui est donc venu récupérer les petits chez la sœur de Karine. Et quand Karine est revenue de vacances, en découvrant ça, elle a complètement vrillé. Elle a tenté de les récupérer, n'a pas réussi, car Mike a fait barrage, et il lui a posé un ultimatum. Soit elle revenait vivre à ses côtés, et ainsi elle pourrait continuer à voir ses enfants, soit elle refusait. La conséquence, c'est qu'elle ne les reverrait plus jamais. Résultat, Karine a fait une pression, elle a renié sa famille, quitté son job et est partie 6 mois au Mexique où elle a fait plusieurs tentatives de j'ai envie d'en finir, mais elle a fini par se ressaisir et par rentrer au pays déterminée à retrouver ses enfants. Elle a essayé, mais ça n'a pas fonctionné juridiquement parlant. Alors sans autre solution, elle a décidé de réintégrer le foyer, mais comme elle le dit elle-même dans le reportage, c'était pour revoir ses enfants. Et uniquement pour eux. Donc la réalité, c'est qu'elle a choisi ses enfants, peu importe ce qu'elle endurait avec Mike. C'était son otage et les enfants, la monnaie d'échange. Et encore une fois, c'est un classique. Mais elle explique que même s'ils ne sont plus mariés et que c'était un enfer encore 4 ans en arrière, que les choses se sont depuis arrangées. Mais je vais citer la voix off. Tandis que sa relation avec Mike s'améliorait, sa relation avec Evan se détériorait. Et oui, quand elle est revenue, Evan est devenu, on ne sait comment, on ne sait pourquoi, le catalyseur de leur problème de couple. Et personnellement, je doute que les choses se soient arrangées entre Karine et Mike au moment du reportage, puisqu'elle était encore hospitalisée quelques mois seulement avant le tournage. Tout un mois, parce que, je cite, elle n'avait plus goût à la vie, elle n'avait plus de raison de vivre. Et on peut s'arrêter 2 secondes là-dessus, une victime d'emprise ne rêve plus. Elles ne se projettent plus, surtout celles qui sont tenues par un chantage, qui subissent la situation, qui doivent comme ça rester à côté de leur... Moi je les appelle des preneurs d'otages. Chantage au S, dépendance financière, affective, peur d'être seule aussi, les enfants. Il y a mille et une raisons pour lesquelles elles sont forcées à rester avec leur bourreau. Donc dans quel futur voulez-vous qu'elle se projette, la victime? Elle perd goût à tout. Vous pouvez vous projeter en vacances, ça sert à quoi si votre compagnon / preneur d'otages vous rend la vie misérable? Même au Bermudes, les pieds dans l'eau, c'est l'enfer sur Terre. Donc, que la pauvre Karine en soit encore réduite à faire des allers-retours à l'hôpital, je trouve que c'est normal. Cette femme a été privée de liberté, l'est peut-être encore, alors en tout cas elle subit la situation, et elle se convainc de l'inverse, dans un genre de syndrome de Stockholm, question de survie psychique. Et c'est Evan qui trinque. Or, on sait, il y a eu beaucoup d'études qui ont été menées, que quand un conjoint est violent avec sa moitié, encore une fois, je genre pas, ça peut être l'inverse, excusez-moi, mais c'est plus simple comme ça. Attention, il y a des femmes PN, et il y en a, et elles sont tout aussi redoutables que les hommes. Eh bien, le conjoint violent, il s'arrête rarement de lui-même. Il s'arrête pas comme ça, comme par magie. Sa violence est toujours là, et il l'exprimera d'une façon ou d'une autre pour quand même s'en décharger, parce que c'est vital pour lui. Et un père apprend toujours de ses erreurs. Mike ne pouvait plus s'acharner sur Karine, de peur de la perdre. Elle en était au stade où elle voulait plus vivre, même pas plus vivre avec, mais plus vivre tout court. C'est sur Evan que c'est tombé. Et voilà, il a reporté sa violence sur Evan. Et dans un mix sordide entre survie psychique, genre de syndrome de Stockholm, Karine est devenue en quelque sorte complice de Mike. Un père égocentré et parano qui s'est persuadé avec le temps que si Evan faisait autant de bêtises, c'était dans l'unique but de le séparer de son otage adoré. Et en fait, plus Karine racontait son histoire, et plus il me semblait qu'elle décrivait une relation d'emprise. Je me suis même dit, mais elle est peut-être encore sous emprise, et elle s'en rend pas compte, ce qui serait pas étonnant. On rappelle qu'à ce moment, on est au début des années 90, que le grand public n'a pas encore été sensibilisé au phénomène d'emprise. Aujourd'hui, 30 ans plus tard, on est mieux informé. Donc c'est pas Karine qui pouvait, à l'époque, y connaître quoi que ce soit à l'emprise. Et j'ai le PN facile. Donc pour moi, Mike, c'était peut-être un père narcissique. Bon, vous verrez plus tard que mon avis a changé. Mais on n'a pas le temps de réfléchir que s'ensuit une nouvelle scène de dispute parentale. On peut voir la grosse tête de Mike collée à celle d'Evan. Et si t'es pas content, tu te casses, la porte elle est là-bas. Tu veux me séparer de ta mère, hein? C'est moi qui ai ta garde, gna 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 gna. Il adore lui rappeler tous les 4 matins que c'est lui qui a sa garde et non sa mère. C'est cruel.
Et donc, comme à son habitude, il vocifère pendant 10 ans. Puis une autre fois, on le voit le disputer pour une histoire de chewing-gum, dont je vous parlais. Et encore une fois, l'intention est bonne. Mais juste après, il le bouscule en lui tirant les 2 oreilles et en lui hurlant dessus comme un goret dans un tête-à-tête sordide. Il y a un cerveau entre les deux. Allô? Et je pourrais aussi vous parler de la scène du congélo débranché. Evan est encore une fois accusé sans raison d'avoir débranché le congélateur, ce qui fait que la viande a été jetée. Et Mike, ça l'a rendu en colère, quoi. C'est de l'argent, tout ça. Mais qu'il ait aucune preuve que ce soit Evan, il s'en moque. C'est lui. Et il tourne en boucle, encore et encore. Et Karine doit même intervenir pour le tempérer et lui rappeler qu'il l'accuse sans preuve et que c'est sans doute, je ne sais plus quel nom elle dit, 2 de leurs amis qui étaient venus faire des travaux, qui l'ont peut-être débranché sans faire exprès. Peut-être même que c'était elle sans faire exprès qu'elle dit. Donc la scène est violente, encore une fois. Et puis bim, magie du montage, on bascule cette fois sur les adolescents du programme Portage, qui sont alors en train de participer à un genre d'atelier théâtre où ils doivent rejouer des scènes traumatisantes de leur enfance. Et ils sont justement en train d'improviser une scène où un père rentre en colère du travail et qui hurle sur femme et enfant. Et c'est simple, on dirait Mike. Alors que c'est simplement l'un des ados qui imite son propre père. Et c'est incroyable de voir à quel point c'est pareil. Et que t'es sous mon toit, et que si tu respectes pas les règles, tu dégages, et que t'es un bon à rien, etc., etc. Et c'est à ce moment précis, vers la 20e minute, par là, qu'on percute enfin. On se rend compte qu'en fait, le réel objet du reportage, c'est pas les problèmes d'Evan, non, ni les difficultés rencontrées par ses parents pour l'éduquer. C'est au contraire de montrer comment des parents, même bien intentionnés, peuvent s'avérer être maltraitants. Et que la maltraitance, elle n'est pas que physique, elle est aussi verbale. Donc le réel but du reportage, c'est de dénoncer ces violences émotionnelles impalpables. Or, en 1994, au moment de la création du reportage, on niait ces violences morales infligées aux enfants dans leur propre famille. Un enfant qui n'était pas frappé, qui avait un toit sur la tête, de quoi manger, des parents qui l'aiment, et même, dans certains cas comme Evan, de l'argent de poche, il ne pouvait pas être maltraité. À l'époque, la société ne laissait aucune place à la souffrance impalpable de ses enfants. Et les adultes surtout, avec des phrases du type « Nous, de notre temps, on avait une orange à Noël et on était contents. Zéro compassion. Estimez-vous heureux ?» C'était ça limite le message. Sans compter que c'est plus facile pour un enfant de dénoncer une violence quand elle se voit, qu'elle est physique, un coup, un bleu, mais aller essayer à cette époque de dénoncer de la violence invisible, qui est psychique, plus subtile. Et à une époque où on ne réalise pas encore tout ça, c'était quasiment impossible. Surtout qu'à l'époque, on était en plein dans la fausse croyance qu'une bonne raclée, ça pouvait pas faire de mal à un enfant. Oui, mais t'es pas obligé de la donner la raclée, tu peux vraiment faire autrement, en fait. La preuve, il y a des enfants qui sont traumatisés alors que leurs parents ne les ont pas touchés. Donc tu peux faire même encore pire avec les mots. En fait, dans tous les cas, t'as jamais besoin de toucher un enfant. Et si on sait aujourd'hui que les conséquences des violences verbales et émotionnelles sont tout aussi catastrophiques pour le développement d'un enfant que les violences physiques, c'était pas le cas en 94. Et c'est ce reportage qui a, alors peut-être pas introduit, mais populariser cette forme spécifique de violence auprès de la population canadienne. Et puis d'autres pays d'ailleurs. Il a eu un rayonnement extraordinaire ce reportage. On comprend alors mieux pourquoi le narrateur dit dès les premières images du reportage, je cite, « L'endroit est Hamilton en Ontario, mais ça pourrait être n'importe où, dans n'importe quelle famille ordinaire. Le garçon s'appelle Evan et nous avons tous connu quelqu'un qui lui ressemble beaucoup. » Fin de citation. Et regardez, hasard ou coïncidence, à la maison, Evan en prend plein la figure, il peut rien dire, rien faire, il est écrasé, dominé, et bizarrement à l'école, où il peut s'exprimer, eh bien il exprime son agressivité et il cherche sans arrêt à dominer les autres. Peut-être justement parce qu'il est dominé à la maison, une façon pour lui de reprendre le pouvoir, je sais pas. Et c'est pour ça que j'aime les vieux reportages que je trouve sur YouTube. J'ai remarqué que souvent, si des gens ont pris la peine de les upload, s'ils survivent comme ça jusqu'à aujourd'hui, c'est pas pour rien, c'est qu'ils sont chargés d'histoire, qu'ils sont le vestige de quelque chose d'important et qu'ils ont apporté quelque chose à l'humanité. Et ce reportage en est le parfait exemple. Dites-vous que j'ai appris qu'il avait vu le jour tout à fait par hasard, par erreur en fait. Ce que voulait initialement son créateur, le journaliste Lyndon McIntyre, c'était suivre plusieurs adolescents qui avaient mal tourné, essayer de comprendre ce qui les avait menés jusque-là. Et l'idée, c'était de montrer qu'il y a toujours des problèmes antérieurs aux problèmes judiciaires, que souvent, ils étaient dus à des problèmes familiaux, violences physiques, négligence, etc. Et en parallèle, Lyndon voulait aussi suivre quelqu'un de plus jeune, un enfant au comportement difficile,
pour qui la route de la correctionnelle semblait toute tracée. Il avait donc choisi Evan et sa famille, avait eu l'autorisation des parents pour placer diverses caméras pour plus d'immersion, et parents comme journalistes pensaient alors que le sujet, c'était Evan, ses bêtises et son risque de correctionnel à venir, et accessoirement les efforts de ses parents. Les caméras ont filmé pendant 3 mois, puis Lyndon a comme prévu récupéré les images, sauf qu'il a eu un choc en les découvrant. En les parcourant, il a découvert un nombre hallucinant de scènes où Evan était disputé par ses parents. Et il a réalisé, vu leur intensité, leur régularité et les propos parfois ignobles du papa, qu'il était en présence d'un cas évident de maltraitance infantile et plus précisément de maltraitance psychologique. Et j'ai fait des recherches et il a dit, je cite, donc déjà sachez que c'est un journaliste très réputé, aguerri, il a reçu de nombreux prix, ce monsieur. Il a dit, je cite, quand on lui a demandé quel était le documentaire le plus triste, il a cité The Trouble with Evan. Il a dit « Ce documentaire m'a fait découvrir une notion de violence à laquelle je n'avais jamais vraiment réfléchi. Je n'avais jamais vraiment pensé aux violences verbales et psychologiques. Il y avait un jeune homme dans ce documentaire qui a dit quelque chose que je n'ai jamais oublié. Je me souviens qu'il disait avoir été battu et battu physiquement par son père, mais que cela n'était rien comparé aux dégâts causés par les violences verbales. Quand une personne influente vous dit que vous ne valez rien, c'est qu'elle sait forcément quelque chose que vous ignorez. On sous-estimait le poids des mots. J'ai alors pris conscience des choses et mon but était désormais de savoir ce qui amenait les parents d'Evan à l'insulter copieusement, à lui dire des choses comme « J'aimerais t'enfermer dans une cage et laisser tout le monde te regarder comme un animal ». Fin de citation. Voilà donc comment son reportage a pris une nouvelle direction. Et je pense que c'est pour ça que Lyndon a choisi de nous balader jusqu'à la 20e minute, nous faisant croire que le problème, c'était Evan et que lui. Et comme le dit si bien un commentaire que j'ai lu, le titre ne devrait pas être « Le problème avec Evan », mais plutôt « Le problème avec les parents d'Evan ». Et donc pour en revenir à notre chronologie, juste après l'atelier théâtre, on rebascule sur une scène où Evan est disputé. On entend carrément Mike l'accuser d'être responsable de la dernière hospitalisation de sa mère. On apprend même que bien avant ça, lorsque Karine était revenue du Mexique et qu'elle essayait de récupérer ses enfants, n'y parvenant pas, elle avait tenté de se quick en essayant d'écraser sa voiture contre un pont. Et que pendant son hospitalisation, Mike ne s'était pas privé de dire aux enfants qu'elle a voulu se quick. Comme si d'aussi jeunes enfants, regardez, Evan, il devait avoir quoi, 7 ans par là, étaient aptes à entendre ce genre de choses. Est-ce que c'est un âge pour dire ce genre de choses? Non. Donc, après avoir accusé Evan de vouloir briser son couple, voilà qu'il lui dit en filigrane que l'état de santé de sa mère, y compris sa dernière hospitalisation, quelques mois avant, que tout ça c'est de sa faute. Et que si donc demain elle meurt, ce sera de sa faute. Alors que si la maman elle va mal, c'est peut-être parce que Mike la retient en otage, elle l'a subi, sa vie. Encore une fois, elle est d'une certaine manière privée de liberté. Alors pas étonnant que quelques mois avant le reportage, elle se soit fait hospitaliser, comme je vous le disais, parce qu'elle n'avait plus goût à rien et plus envie de vivre. Mais les spécimens comme Mike préfèrent savoir l'autre malheureux à leur côté, plutôt que heureux sans eux. Et la pauvre Karine, elle est là à se convaincre que les choses vont mieux. Bref, alors ça, c'était trop pour moi. Raison pour laquelle, après 20-25 minutes de visionnage, j'ai arrêté de regarder. Ça devenait trop pénible. J'étais étonnée de moi-même que d'avoir coupé. Je m'étais dit, tiens, autant je peux regarder les reportages les plus glauques sur les pires affaires, sur les pires spécimens. J'ai lu des rapports d'enquête de A à Z, des rapports d'autopsie de A à Z, sans trop comprendre parfois les choses, et d'autres choses encore. Autant je ne réussis pas à regarder un reportage qui a l'air 100 fois plus soft, et où il n'y a pas la moindre violence physique. Mais Lyndon a raison. En tant que spectateur, on est happé par la violence que subit Evan. Et comme il restait encore 1 heure de reportage, je m'étais dit, c'est bon, j'ai eu ma dose. Je vais pas regarder un adulte qui s'arrange tous les 4 matins pour piéger son pauvre gosse, quoi. Déjà, comme je vous le disais, c'est visuellement choquant. Adulte contre enfant, c'est pas très équitable. Mais là où le bas blesse encore plus, c'est de savoir qu'il est piégé, que c'est là son tuteur. Je veux dire, ses tuteurs, sa mère n'est pas en reste, elle est complice. Donc ils ont toute autorité sur lui et que sa maison est une prison pour lui. Et en fait, j'ai coupé parce que j'ai malgré moi pensé à tous ces enfants qui sont ou ont été, dans le cas d'Evan, piégés toute leur jeunesse, entre les griffes de ceux qui sont censés prendre soin d'eux, condamnés à vivre les premières années de leur vie, les plus importantes, qui déterminent la personnalité, avec leur bourreau, tout en sachant le genre d'adulte bancal qu'ils deviendront, entre délinquance, manie, précarité, problèmes psychologiques, et j'en passe. C'est une quintuple peine pour eux, comme si les dés de la vie étaient pipés d'avance pour eux. On ruine les premières années de leur vie, et ensuite ils devront manager avec des traumas de fous qui vont encore ruiner d'autres années de leur vie, voire même leur vie entière. Il y en a qui ne se relèvent jamais. Et en faisant des recherches, je me suis rendu compte que j'étais pas la seule à avoir arrêté le reportage en cours de visionnage. Je vais vous lire un commentaire que j'ai trouvé sur Reddit. Je cite. « Je n'ai pas pu regarder plus de quelques minutes.
Rien que les disputes, les cris et les moqueries ont mis mon corps et mon cerveau en état d'alerte et d'anxiété. J'ai passé toute ma vie à essayer de mettre de la distance entre moi et cette merde. Heureusement, ma vie s'est bien déroulée et j'élève 3 enfants qui, je pense, n'ont pas à s'inquiéter de cette merde. Et dans le doute, j'ai même réévalué la façon dont je parlais à mes enfants. Fin de citation. Et je savais que j'allais parler de ce reportage sur cette chaîne. Donc, ce n'est que récemment que je me suis forcée à regarder la suite. J'ai découvert sans trop de surprise que l'autre objectif du reportage, c'est d'alerter le public sur les conséquences des émotionnelles infligées dans l'enfance, à l'âge adulte. L'un des intervenants, Pierre Robert, lui-même sauvé de l'héroïne par reportage, dit « La plupart d'entre eux se retrouvent ici à cause d'échecs qui ont commencé bien avant leur démêlés avec la justice, lorsqu'ils étaient enfants. » L'assistant social Jiwel, lui, invite le spectateur à ne pas prendre les violences verbales à la légère. Il dit, je cite, « Nous pensons que les enfants oublient. Le lendemain, ils se lèvent et ils sont souriants. Mais non, ils n'oublient pas, ils s'en souviendront. Et les conséquences sont lourdes, ça mine leur confiance en eux. Ils en ressortent socialement appauvris, ce qui aura des répercussions sur leurs relations futures et ça court-circuite leur développement émotionnel. » Fin de citation. Et on découvre que, en fait, les ados de portage ont tous comme point commun d'avoir vécu des violences psychologiques dans leur enfance. Par exemple, l'un raconte avoir pris un jour une glace en cachette après le dîner et qu'il s'était fait par son beau-père à coups de crosse de hockey, que sa mère était alors intervenue pour l'extirper des griffes de son beau-père, mais qu'elle lui avait dit, je cite, « Tu l'as bien cherché, pourquoi t'as énervé ton père ?» Et c'est pas son passage à tabac qui l'a marqué, ce jeune homme. Ce sont les mots de sa mère. C'est ça qui l'a le plus blessé. Et il a ajouté, « C'est impossible de ne pas l'aimer parce que c'est ma mère. Mais pour être honnête, j'ai encore peur d'elle. » Pour Brad, par exemple. Brad, on va souvent en parler. Pour lui, la douleur intérieure est 3 fois plus dure à supporter que la douleur physique. Il a dit « Les fractures guérissent, les bleus disparaissent, j'ai des cicatrices, des points de suture. Mais c'est pas si grave. C'est la douleur intérieure qui est la plus insupportable. » Un autre a eu 5 ou 6 beaux-pères différents dans son enfance et aucun ne lui a laissé de bons souvenirs. Jennifer, quant à elle, se souvient d'une fois où elle mangeait ses céréales et il y avait un mégot sur la table. Alors, elle avait commencé à jouer avec et pour la punir, sa mère avait jeté le mégot dans son bol et l'avait forcée à manger. Et j'aime bien cette phrase du reportage qui dit « Les histoires de ces jeunes délinquants sont celles de souffrances infantiles transformées à l'âge adulte en violence envers autrui. Frustration, sentiment d'incompréhension et d'impuissance sont de puissants moteurs qui poussent quelqu'un à la violence à cause de carences parentales, la victime est dans l'incapacité de gérer et exprimer ses émotions autrement que par la violence. » Et cette incapacité à correctement gérer ses émotions après de tels traitements à l'âge adulte est vraiment soulignée dans le reportage. C'est mis en exergue. Jennifer a dit, je cite, « Je ne suis pas le genre de personne à crier ma douleur. J'ai tellement peur de l'intensité que peuvent atteindre mes émotions avec toute la colère, la haine et la douleur que j'ai refoulée pendant tant d'années, que j'ai l'impression que si j'explosais, je perdrais le contrôle. Si j'ouvre la boîte de Pandore, ma plus grande peur, c'est de devenir folle. Même pleurer me fait peur. Donc je garde tout à l'intérieur. » Fin de citation. Et c'est exactement la même chose pour Evan. Il le dit lui-même. Il dit qu'il n'aime pas parler de ses sentiments, de ce qu'il ressent et qu'il ne sait pas pourquoi. Et déjà que je pouvais pas me piffrer Mike, ça a été pire quand on apprend qu'à l'inverse d'Evan, il traite bien sa fille, Kimberly, qui a soit dit en passant des problèmes d'audition. Et hasard ou coïncidence, ça hurle du matin au soir à la maison. Bref, Mike, il est extra avec elle. Il lui fait des câlins, des bisous. Il lui a même pendant des années, quotidiennement, chaque soir avant de se coucher, coiffé les cheveux 100 fois. Et quel père fait ça? C'est incroyable de délicatesse, d'amour. Mais Evan, rien. Pas un câlin, que dalle. On comprend que le pauvre, il en arrive à lui quémander un peu d'attention. Il a dit qu'il aimerait bien lui aussi avoir des câlins, faire des activités avec lui. Il a dit, je cite, « Mon père est vieux et il pète. S'il avait l'âge de ma mère, il aurait été beaucoup plus actif. Mais là, il reste à la maison à bricoler, comme s'il se souciait plus de la maison que de moi. » Et à un moment dans le reportage, on voit Evan qui joue au football américain en ligue mineure, lui demander s'ils peuvent regarder ensemble le Super Bowl à venir, mais Mike refuse. Il préfère le voir dans un bar avec ses amis. Et Mike le reconnaît, il le dit lui-même. Il a dit ne pas se sentir proche d'Evan à cause de ses bêtises. Il a dit plus précisément, je cite, « La seule chose que j'ai du mal à faire, c'est passer du temps avec lui s'il fait une bêtise. » Bon, apparemment pas que. Et cette animosité qu'il a envers donc Evan, bien sûr qu'Evan l'a remarqué. Et bien sûr qu'il a remarqué le décalage avec sa sœur.
Il a dit « Papa est gentil avec Kimberly, mais il est agressif avec moi et il ne fait pas vraiment attention à moi. » Alors, derrière mon écran, j'étais là à taxer Mike plus que jamais de gros PN. Sauf que, au fur et à mesure qu'on avance dans le reportage, j'ai réalisé que non. J'ai même eu de l'empathie pour lui. Et c'est aussi en ça que ce documentaire, il est brillant. Il nous fait nous rendre compte que les choses ne sont pas aussi manichéennes qu'on serait tenté de le penser. Que c'est pas ou tout blanc ou tout noir. Pour moi, le père c'était le méchant, un PN et basta. Mais non, pas du tout. On découvre qu'il a en réalité son propre bagage hérité de son enfance et que ses actions, même si de l'extérieur elles peuvent paraître cruelles, eh bien il n'empêche qu'elles ont un sens pour lui, une origine, qu'elles ne sont pas sorties de nulle part, mais qu'elles sont dues à son propre conditionnement hérité de sa propre enfance. Et il ouvre les yeux progressivement au fur et à mesure qu'il assiste aux cours de parentalité. Et j'aime bien cette phrase, encore une fois, du reportage qui dit « Le fardeau de l'enfance se transmet inévitablement ». On apprend donc, aujourd'hui on le sait, mais à l'époque on ne savait pas, que l'enfant victime aura tendance à reproduire à l'âge adulte au sein de sa propre famille l'abus qu'elle a elle-même vécu, qu'il y a un lien, je cite, évident entre les souffrances de l'enfance et la violence à l'âge adulte. Prenons l'exemple de Brad, c'est le plus âgé, et lui est devenu toxicomane et alcoolique. Et il a dit qu'il s'était, je cite, toujours senti très petit avec ses parents, que la peur était omniprésente, que son beau-père était dur au point de le traumatiser, encore à l'âge adulte. Et il pleure à chaudes larmes quand il parle de ça, alors que c'était il y a des années. Et il avait juré à sa mère de ne jamais devenir comme lui, sauf qu'il est devenu pire que lui. Alors il ne dit pas en quoi, mais on comprend que c'est grâce à un reportage qu'il a appris l'existence de ce cycle d'abus, et savoir ça l'a énormément déchargé de la culpabilité qu'il ressentait, du dégoût qu'il avait pour lui-même. Et pareil du côté de Jennifer. Quand les garçons lui demandent « Jennifer, comment tu peux prendre soin de tes enfants si tu n'arrives même pas à prendre soin de toi-même? N'as-tu pas peur d'agir de la même manière plus tard avec tes enfants ?» Après un long silence, à essayer de ne montrer aucune émotion, souvenez-vous, même pleurer, elle n'aime pas, elle n'a pas pu s'empêcher de fondre en larmes. Elle a dit que c'était justement sa plus grande peur. Elle a dit qu'elle gardait des enfants quand elle avait 13 ans et que quand elle était en colère, elle répétait les schémas de son enfance. Elle perdait le contrôle, comme sa mère le faisait avec elle. Et sa vraie question, c'était de savoir si elle serait capable d'être mère, une bonne mère. Conclusion de la voix off. Dans chaque foyer, l'avenir d'un enfant peut être compromis par le passé de ses parents. Et enfin, on nous parle de l'enfance de Mike. Ça arrive très tard dans le reportage. Et encore une fois, c'est pas le fruit du hasard. On est littéralement mené par le bout du nez à gauche à droite par Linden. On apprend qu'il vivait dans une ferme et que son père, qui l'a élevé à la dure, l'obligeait tout le temps à travailler à la ferme. Bon, c'était un temps où les enfants étaient les larbins de leurs parents, si bien qu'à 11 ans, donc à l'âge d'Evan, il savait déjà bricoler, conduire des tracteurs, etc., etc. Et il a dit qu'il détestait devoir travailler sans cesse, que de ce fait, il pouvait jamais jouer, qu'il n'était pas proche de son père. Il est allé jusqu'à se comparer à son animal de compagnie. Et pour son père, les petits garçons sont censés être des hommes. Ils ne pleurent pas et ne manifestent pas leurs émotions. Il disait toujours que ça, c'était réservé aux bonnes femmes. Et Mike a beaucoup souffert de ce manque d'affection et de proximité avec son père. Il s'est souvenu de cette fois où, à 8 ans, il avait demandé un câlin et un bisou à son père avant de dormir et qu'il le lui avait refusé. À la place, il lui avait serré la main en lui disant que c'est ce que font les hommes. Et Mike en était arrivé au point où il a longtemps pensé que c'était là un manque d'amour de la part de son père. Or que pas du tout. Sa tante lui avait appris qu'au moment de son décès, le père de Mike est mort lorsqu'il avait 14 ans. Alors qu'il a goûté à l'hôpital, il a rampé jusqu'à la chapelle de l'hôpital et il s'était allongé sur l'autel pour demander 6 ans de plus au bon Dieu afin que son aîné sache où aller. En réalité, il adorait son fils, mais il ne montrait pas son affection comme nombre d'hommes à son époque. Et en sachant tout ça, on comprend mieux les choses. Mike a juste reproduit inconsciemment le schéma de son père. Il a retenu que faut pas faire de démonstration d'affection entre bonhommes, mais qu'avec les femmes, les filles, c'est ok. Raison pour laquelle il se permettait d'être un papa poule avec Kimberly, au motif que, bon, ça va, c'est une fille, des papouilles, des mamours, pendant qu'Evan regardait. Et comme je vous le disais, le pauvre Evan, il a longtemps essayé d'avoir son attention. Il lui demandait tout le temps, est-ce qu'on peut aller voir un film ensemble, est-ce qu'on peut aller manger une glace, est-ce qu'on peut aller voir un match, peu importe. Mais Mike avait toujours une excuse, alors faute de pouvoir passer du temps avec lui, il a tenté les câlins, il lui en a quémandé, mais Mike a fait comme son père. Les hommes, tout ça, pas entre hommes. Donc à un moment, Evan a arrêté. Il avait acté que bon, ça sert à rien. Et le psychologue lui demande à un moment ce qu'il choisirait entre pas d'attention du tout ou une attention négative de la part de ses parents. Il a longuement réfléchi et il a dit préférer l'attention négative plutôt que rien du tout. Et pirouette du montage,
Le plan d'après, un adolescent de portage dit la même chose. Sauf que lui, il avait conscience qu'il faisait des bêtises justement pour attirer l'attention de ses parents émotionnellement absents. Une attention même négative, pour lui c'était mieux que rien. Il a même expliqué que les attentions positives lui demandaient beaucoup plus d'efforts pour le même résultat qu'une attention négative, donc une bêtise, qui à l'inverse prend 2 minutes. Il a cité comme exemple cette fois où il avait travaillé des semaines pour obtenir une super note, lui qui était un cancre à l'école, il avait tout donné, il était tout fier de montrer sa note à ses parents qui ont été très fiers de lui, sauf que ça a duré 2 minutes et puis c'était fini. Alors il en était arrivé à la conclusion qu'en faisant des bêtises, il avait la même attention, voire plus, et que ça demandait moins d'efforts. Et voilà, c'était plié pour cet enfant en carence d'affection. Un autre a expliqué qu'il cassait des choses pour attirer l'attention de sa mère, qu'elle le remarque, en sachant qu'il était jaloux de l'attention qu'elle portait à sa sœur, et que donc s'il faisait tout ça, c'était juste pour passer un peu plus de temps avec sa mère. Et en apprenant l'enfance de Mike, je l'ai vu sous un nouvel angle. Je me suis dit, ok, il fait mal les choses, mais tout bien réfléchi, il est là. Moi, la première fois où j'ai regardé, je savais même pas que c'était son beau-père, par exemple. C'est toujours mon fils, et on sent qu'il considère Evan comme son fils, comme Kimberly et sa fille, comme son fils biologique, quoi. Donc j'ai compris que la différence de démonstration d'affection qu'il a vis-à-vis de ses enfants, que c'est pas une question de différence d'amour, c'est juste une question de genre. L'une c'est ok pour montrer son affection, l'autre non. Et on pourrait aussi citer l'exemple de Brad. Il précise qu'il aimait quand même bien son beau-père, qui lui faisait pourtant du mal. Il a dit qu'il a fait beaucoup de choses pour lui, que grâce à lui, il avait un toit sur la tête, un lit chaud, à manger, qu'il aurait juste aimé qu'il y ait le reste, à savoir des démonstrations d'amour et d'attention. Mais le problème de son beau-père, c'est qu'il considérait, tout comme Mike, que faire preuve d'affection, c'était un truc de bonne femme. Que, je cite, « tu étais un sous-homme si tu faisais ce genre de choses ». Jennifer, elle, en plus de voler sa mère, elle volait les enfants à l'école. Elle leur chapardait l'argent des repas. Mais ce qu'elle faisait avec cet argent, c'est qu'elle achetait ensuite des bonbons qu'elle donnait aux enfants qu'elle avait volés juste avant. Et pourquoi ? Pour avoir leur amitié. Un peu d'attention, elle qui en manquait cruellement à la maison. Elle a d'ailleurs dit à Mike à un moment, c'est un moment ils se sont rencontrés, les parents sont venus à Portage, et elle a dit « Hey Michael, les câlins sont très importants, tout le monde aime être câliné, quel que soit l'âge, ça fait du bien et on se sent aimé. Je suis sûre que votre fils aimerait avoir un câlin et vous entendre dire que vous l'aimez, même si c'est 50 fois par jour. Mais j'ai aussi compris que si les bêtises d'Evan énervaient tant Mike, c'est qu'à son âge, il aurait rêvé d'avoir sa vie et qu'à son âge, il savait faire beaucoup plus de choses aussi qu'Evan. Ça, c'est aussi une différence de génération. Pour Mike, les jeunes d'aujourd'hui sont gâtés. Or, j'ai découvert aussi plus tard que Mike, il gâte énormément Evan, autant qu'il le peut. Il a dit que même s'il ne peut pas se permettre de lui acheter tout de suite ce qu'il désire, il a quand même toujours ce qu'il veut. Des Air Jordan à 100$, une veste starter à 150$, et j'en passe. Bon, pour Karine, c'est impardonnable. Et le voir la câliner alors qu'elle demande rien, j'avoue que ça me donne des frissons d'angoisse. Mais concernant les enfants, j'ai mis de l'eau dans mon vin. Et aussi le voir se traîner à des cours d'éducation de parentalité, je me suis dit que c'est pas mal pour un homme de la vie à l'école. Il a probablement dû se dire au début que tout ça c'était des chichis. Or, ces cours, ils ont porté leurs fruits. Et il a même dit que s'il avait eu la vie d'Evan, il aurait sans doute agi comme lui. Evan, qui a été, rappelons-le, abandonné par son père biologique, puis un moment par sa mère, et qui s'est retrouvé coincé avec un homme qui a fait fuir sa mère. Il a dit « je serais peut-être comme lui aujourd'hui ». Il a même dit « si je dois changer quelque chose dans mon comportement, alors je le ferai pour le bien de mon fils ». Et il prendra conscience qu'il ne passe pas assez de temps avec Evan. Au fur et à mesure des cours de parentalité, on voit qu'il comprend ses erreurs et qu'il essaye de bien faire. Il a dit « c'est dur pour moi ». Et Karine aussi, elle a dit « on ressort d'ici, donc des cours d'éducation de parentalité, en se disant que ce n'est pas juste le problème d'Evan, mais quelque chose sur laquelle on doit tous travailler pour changer les choses ». Donc je diabolisais Mike avant de voir le tableau dans son ensemble. Or, il n'est lui aussi que le résultat de sa propre éducation. Et l'assistant social Jewel a souligné ses efforts. Il a dit qu'il y avait énormément de points positifs, que c'est un père qui admet être mentalement cruel, qui admet aussi perdre le contrôle par moments, et qui reconnaît que crier sur Evan, le sermonner, etc., ne fonctionne pas. Et toujours selon l'assistant, Mike vient quand même consciencieusement à chaque rendez-vous, alors même qu'il le confronte sur des choses difficiles. Il est là et il a dit que beaucoup de pères ne seraient pas revenus. Mais comme on dit, Rome ne s'est pas construite en un jour. Plus le reportage avance et plus on voit Mike essayer de parler plus calmement à Evan. Sauf que ça dure jamais très longtemps, mais c'est déjà bien. Et une fois, Evan a fugué quelques heures après l'école. Les parents avaient appelé la police. Et quand le psy lui a demandé pourquoi,
et il avait fugué. Il a répondu qu'il s'était une fois de plus fait prendre à l'école en train de fumer et qu'il avait peur d'être puni. Et le psy lui a demandé de quelle punition il parlait. Et il a répondu qu'il perdrait son argent de poche, qu'il serait disputé très longtemps et qu'il serait contraint de rester enfermé dans sa chambre un temps incalculable. Et en tant que spectateur, on se dit bah, ça va, il y a pire. Sauf qu'après, on bascule sur un jeune de portage qui parle justement de ce type de punition, notamment de rester enfermé dans sa chambre. Il explique qu'il devait rester seul pendant des jours dans sa chambre avec juste un livre et il avait le droit de rien faire d'autre. Et il a dit que c'était à en devenir fou, qu'une semaine sans jeu, sans télé, avec juste un livre, bah, que c'est comme un prisonnier au mitard en prison, que ça rend zinzin et que vivre ça l'a terriblement affecté psychologiquement. Juste cette punition de la chambre. Il se sentait déprimé, en cage, seul, rejeté. Il en était même arrivé à penser que sa vie ou sa mort n'avait aucune importance. Donc ce reportage montre qu'il y a des punitions qui n'ont l'air de rien, mais qui peuvent s'avérer en réalité cruelles. Et je ne vais pas vous raconter le reportage en détail. Allez le voir s'il vous intéresse. Il est parfaitement regardable si vous activez les sous-titres en français. Je vais simplement vous citer quelques questions-réponses posées à l'assistant social, Jiwel. Question à Jiwel. Quand vous regardez les enregistrements, on voit un couple qui a beaucoup de problèmes, mais au lieu de les régler ensemble, ils prennent la première chose qu'ils ont sous la main, Evan. Réponse de Jiwel. Les parents sont tellement dépassés personnellement qu'ils ont du mal à prendre soin d'eux-mêmes, soin l'un de l'autre, sans parler d'Evan et de Kimberly. Autre question, alors qu'est-ce qui leur fait peur? Réponse de Jiwel. Leur avenir ensemble. Où allons-nous? Et qu'est-ce qui va arriver à notre fils et à Kimberly? Kimberly est calme, il n'y a aucun problème avec elle. Mais est-ce que c'est normal? Qu'est-ce qui lui arrive? Et la thérapie marche-t-elle vraiment? Autre question. Quels sont les dangers auxquels peuvent s'attendre une famille comme celle-ci, avec des problèmes non traités? Réponse de Jiwel. Eh bien pour Evan, il est en danger en termes de confrontation avec son père. Il lui tient davantage tête, il le provoque plus. Donc je m'inquiète pour lui, son bien-être, et pour son père. Je redoute des violences physiques et qu'il y ait déjà des séquelles émotionnelles profondes. Autre question. Vous voulez dire qu'Evan pourrait devoir quitter la famille? Réponse de Jiwel. C'est envisageable dans son intérêt de quitter le foyer pendant un certain temps, que ce soit pour un traitement, une famille d'accueil ou un foyer de groupe. Et vous allez voir qu'ils vont aller jusqu'au bout. Mais avant ça, on remarque quand même qu'une fois que les cours de parentalité étaient terminés, eh bien Mike était arrivé à bout. Il a dit « J'en suis à un point où ils peuvent se mettre leur foutue psychologie infantile là où je pense. » Puis 3 jours après, Evan s'est à nouveau fait prendre à voler des cigarettes. Et là, et le reportage se termine là-dessus, on apprend que Mike et Karine ont décidé qu'ils devaient prendre des mesures drastiques. Ils ont dit à Evan qu'il ne faisait plus partie de la famille, qu'il se ferait désormais à manger seul, dîner comme petit déjeuner. Mike a dit « Pour moi, actuellement, tu n'es plus mon fils. Tu vis ici, c'est tout. Tu as une chambre pour dormir, mais je me fiche de ce que tu fais et de l'heure à laquelle tu rentres. Les portes sont verrouillées à 21h. Si t'es pas rentré, tu trouveras un endroit où dormir. J'en ai fini avec toi. Ne me demande pas d'argent, à ta mère non plus. Il n'y a que 3 personnes dans cette famille, pour moi. Ta mère, Kimberly et moi. Tu veux vivre ailleurs? Vas-y, s'il te plaît. On n'en peut plus de tes caprices. Tu nous as rendus fous, ta mère et moi. Je me fiche de ce que tu mangeras. Fais-toi des sandwichs au beurre de cacahuète ou même des sandwichs à la merde, si tu veux. Ce dîner, il est pour moi, ta mère et Kimberly, et tu n'es plus mon enfant. Et si tu veux à nouveau faire partie de la famille, il faudra des changements. Mais pour nous, là, c'est terminé. Maman ne finira plus à l'hôpital. J'aime trop cette femme. Je ne t'emmènerai pas camper, ni faire du golf. Là, je vais prévoir nos vacances d'été. Et tu ferais mieux de trouver un endroit où te loger pendant les 3 semaines de vacances. Parce que cette maison sera fermée à clé. Et tu fais ce que tu veux. Sayonara. Et puis ensuite, les parents enlèvent la chaise d'Evan de la cuisine. Et on apprend qu'Evan a demandé à pouvoir réintégrer la famille 3 jours plus tard. Donc imaginez à quel point ça l'a travaillé l'enfant. Et qu'après des négociations assez musclées, Mike et Karine ont accepté que pendant 1 semaine, l'harmonie régnait, que Mike et Evan sont même allés pêcher, mais que les relations se sont à nouveau rapidement détériorées. Et juste après la conclusion arrive, on apprend qu'après la diffusion du reportage au Canada, Evan et Kimberly ont été placés en famille d'accueil par les services sociaux. Les services sociaux de protection à l'enfance ont néanmoins affirmé, je cite, que tous les membres de la famille recevront de l'aide et qu'ils seront à nouveau réunis. Je vais vous citer un extrait d'article de journal que j'ai lu qui disait « Ce qui est triste dans cette histoire, c'est que compte tenu de ce que nous avons vu de la vie du garçon chez lui, ça ressemble plus à une fin heureuse. » Voilà. Et pour plus d'immersion, pour vous les amis,
Je vais vous lire un article que j'ai trouvé sur internet. C'est une archive du Time qui est parue dans l'édition du 21 juin 1994, le jour où était diffusé le reportage. Reportage donc qui était diffusé le soir même en première partie de soirée. Et je vais vous le lire, juste vous le lire. Voici ce qui a été dit sur ce reportage à l'époque. Donc, la première partie, c'est plus la forme du reportage, le côté exhibe et sensationnel, se donnant au spectacle. Ça avait l'air d'être mal vu. Et je vous le disais, on était sûr qu'à l'époque, c'était pas courant. Je cite. Qu'est-ce qui pousse les gens à autoriser les caméras de télévision à entrer chez eux et à exposer leurs petits tracas embarrassants au grand jour? Est-ce de l'exhibitionnisme ou un besoin de se mettre en scène? L'espoir d'obtenir de l'aide pour résoudre leurs problèmes ou simplement le désir d'ajouter un peu de piquant à leur quotidien? Une incapacité à dire non à une personnalité de la télévision qui semble les croire dignes d'attention? Ces questions qui alimentent les débats depuis les années 1970, époque où le feuilleton familial Loud attirait les foules sur les chaînes publiques, se posent à nouveau ce soir dans This Trouble with Evan. En petite pause, hasard de fou, on a fait un sujet sur la famille Loud. Et la deuxième partie, c'est non plus la forme mais le fond, je cite. Evan, un garçon de 11 ans vivant à Hamilton, en Ontario, est connu pour ses bêtises. Il s'en prend aux autres enfants, fume, provoque des incendies, vole à l'étalage et en général cause bien des soucis à sa mère, Karine, et à son beau-père, Mike. Ces derniers ont autorisé un producteur de la société Radio-Canada à installer des caméras à détection de mouvement dans la cuisine et leur salon. Ce soir, vous pourrez donc les voir réprimander, accuser, parfois à tort, insulter, intimider, menacer et tourmenter Evan, qui, impuissant, reste assis dans son coin. Nul doute que Mike et Karine soient exaspérés, frustrés et inquiets. Pourtant, les spectateurs, qui n'entendent parler que des bêtises du garçon, ne peuvent que constater par eux-mêmes la réaction excessive des adultes. Et ils pourraient en conclure que les problèmes d'Evan sont dus, au moins en partie, à sa mère et surtout à son beau-père. Ce couple, dont la relation est déjà tumultueuse, n'a visiblement jamais entendu un gros mot, et dans certaines scènes présentées ici, il semble même hors de contrôle, à l'inverse d'Evan qui apparaît comme un modèle d'intelligence, de raffinement et de stabilité. Selon le narrateur, persuadés qu'un accompagnement psychologique pourrait leur être bénéfique, Mike et Karine se rendent à des séances de parentalité. À Portage, on leur souhaite bonne chance, mais les extraits de l'établissement présentés ici pourraient facilement être comparés aux émissions de débat de l'après-midi où des jeunes, parfois masqués, exhument et rejouent leurs douloureux souvenirs. Le narrateur rapporte sans surprise que les témoignages du groupe de Portage ont révélé un lien évident entre la souffrance de l'enfance et la violence à l'âge adulte. On distribue des banalités comme des tranquillisants, l'intervieweur du programme pose des questions élémentaires aux membres du personnel et obtient des réponses élémentaires. Le directeur général de Portage annonce quand la drogue remplace d'autres formes de plaisir pour le jeune, quand le vol remplace la valeur du travail pour l'argent, quand un jeune devient constamment agressif, les parents sont largement avertis que quelque chose ne va pas. Oh là là, tiens donc, vous l'aurez deviné, ici tout le monde a besoin d'aide, même Mike, inévitablement, comme le dit le documentaire. Après quelques cours, Mike et Karine expriment leur gratitude. Mike remercie tout le monde pour le partage, pour les idées, pour l'éclairage. Mais de retour chez lui, il profère des injures sur la psychologie, des insultes enregistrées, mais introuvables ici. Le narrateur rapporte qu'après la diffusion de ce documentaire de 90 minutes au Canada, Evan a été retiré à Mike et Karine et placé en famille d'accueil avec sa sœur. Ce qui est triste dans cette histoire, c'est que, compte tenu de ce qu'on a vu de la vie du garçon chez lui, ça ressemble plutôt à une fin heureuse. Fin de citation. Vous voyez, c'est là que j'avais vu ce... Il y a très peu d'articles. J'ai trouvé très peu de choses sur le documentaire. Et il faut savoir que ce reportage a connu un succès retentissant. Il est de nos jours unanimement salué par les critiques et toujours plébiscité par le public. C'est vraiment un bijou. Encore une fois, on te prend par la main et on te balade jusqu'à ce que tu percutes le réel pourquoi du comment. Sachez qu'il a profondément marqué les spectateurs qui l'ont vu, surtout à l'époque, puisqu'il abordait un sujet encore peu abordé à l'époque que la plupart des spectateurs ont découvert grâce à l'histoire d'Evan. Donc il a parlé aux victimes. C'était bouleversant à voir pour elles. J'ai lu un nombre incroyable de commentaires laissés par des gens qui étaient enfants au moment de la diffusion du reportage et qui s'étaient rendus compte, lorsqu'ils ont regardé le reportage, qu'ils vivaient dans un environnement similaire à celui d'Evan. Et entendre des médecins dire que les parents ont une responsabilité et que ce n'est pas normal, ça en a soulagé plus d'un. Ça les a aidés à comprendre que c'était pas de leur faute, que c'était pas eux les responsables. Ils le savaient, au fond d'eux, mais il fallait juste qu'ils l'entendent d'un adulte, et encore mieux de médecins. Voici un commentaire pour illustrer ça. Quelqu'un a écrit « Ce documentaire m'a profondément marqué, non pas à cause de son contenu choquant, mais parce qu'il a rendu très concrète la réalité de ce que j'ai moi-même vécu comme bouc émissaire et comme victime de
verbale durant mon enfance. Je n'ai jamais eu un comportement aussi violent qu'Evan, mais j'ai été l'enfant de la famille désigné comme le bouc émissaire et m'a verbalement, comme lui. Et cette vidéo m'a permis de comprendre d'une nouvelle manière que je n'étais pas seule et que ce n'était pas de ma faute. Autre commentaire encore que j'ai trouvé pertinent, c'est une dame qui a écrit « Je n'oublierai jamais le coup qui a transpercé mon âme lorsque j'ai accidentellement bousculé mon fils, alors âgé de 3 ans. Tandis que je le consolais et que je m'excusais, ma mère, cette garce, m'a craché « Ne t'excuse jamais auprès de tes enfants ». Autre commentaire, pareil, que j'ai trouvé pertinent. La frontière est mince entre motiver vos enfants et être trop autoritaire. Mais il y a des parents qui ne se soucient pas d'élever correctement leurs enfants. Ils tentent plutôt de détruire activement leur confiance en eux. Et maintenant, après avoir vu le documentaire, je suis de nouveau en colère contre mon vieux, alors qu'il est mort depuis presque 10 ans. Autre commentaire. Oh mon Dieu, ça m'a provoqué des flashbacks horribles. Et plus jeune, je rêvais que quelqu'un puisse installer des caméras cachées dans ma maison pour voir ce qu'il s'y passait. Et réponse d'un autre internaute. Moi, je rêvais de quick mon père et d'être un homme. Donc sachez aussi que ce reportage est devenu avec les années une référence. Il n'est pas tombé dans l'oubli. Et au fil du temps, ce sont plusieurs générations de spectateurs qui se sont succédés et qui, en toute logique, ont voulu savoir ce que devenait Evan. Le reportage ayant été tourné en 94, Evan a 42 ans aujourd'hui. Et sachez que pendant de longues années, personne n'a su. Et ça a commencé à être si intriguant que des forums ont vu le jour pour savoir si quelqu'un avait des nouvelles d'Evan. Eh bien, personne ne sait. Voilà, sachez qu'il n'y a rien nulle part. Et pour beaucoup, qui rien nulle part, ça présage rien de bon. Mais même Kimberly, on n'a aucune nouvelle d'elle. Donc bon, moi je pense qu'ils sont juste restés discrets. J'ai remarqué qu'à la suite de ce genre de reportage, il y a énormément de protagonistes qui derrière disparaissent complètement parce qu'ils veulent farouchement garder leur vie privée pour eux après avoir été autant dans la lumière. Donc comme j'ai souvent vu le cas, moi je serais tentée de croire qu'il a continué sa vie bancale, peut-être, sûrement d'ailleurs. Mais bon. En tout cas, sachez que j'ai cherché, j'ai rien trouvé. Par contre, si vous trouvez quelque chose, vous n'hésitez pas à le dire en commentaire. Et sachez que bien qu'interdit après sa première diffusion car trop subversif, ce reportage est devenu un outil pédagogique. Et il est encore aujourd'hui projeté dans les universités pour former les futurs professionnels de santé qui comptent travailler auprès d'enfants issus de familles dysfonctionnelles. Tout ça nous rappelle aussi l'importance de soigner ces blessures traumatiques. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui les amis. Comme toujours, merci de nous avoir suivis. Dites-nous ce que vous avez pensé de tout ça en barre de commentaires. Avouez qu'il y en a des choses à dire. N'hésitez pas à aller voir le reportage. N'hésitez pas aussi à liker la vidéo pour soutenir notre travail. Quant à moi, je vous dis à très vite sur YouCrime pour une autre triste histoire les amis. Ah oui, et je précise que s'il n'y a pas eu de vidéo la semaine dernière, c'est parce que ce sujet m'a pris le temps de 2 vidéos. Voilà, quand je traite des documentaires, je relate pas le documentaire. Là, par exemple, j'ai complètement inversé la chronologie. Si vous regardez le documentaire, ce sera pas du tout ça. Il y a énormément de recherches qui sont faites derrière, sur des forums, rechercher des archives, etc. Donc, voilà. Comme Walter Bellaccio, on peut jamais prévoir à l'avance si le sujet va être extrêmement long quand on fait des quickers en série. Enfin, on sait. Mais dans ce genre d'histoire, on ne sait pas. En tout cas, je suis ravie d'avoir traité cette histoire. Je voulais la faire depuis longtemps. Et je vous dis à mardi pour une autre triste histoire, les amis.